Bonjour, c'est Guillaume de Starnet de TV, nous sommes le 29 juin 2012. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Jovanovic qui va être interviewé par mon ami et collègue Eliphas de Tactical FM. Bonjour Monsieur Jovanovic. Bonjour Monsieur Tactical FM. Comment allez-vous déjà? Très bien, et vous? Fort bien, un peu chaud, mais ça va aller. Donc un an de latence depuis la dernière fois qu'on s'est eu, que je vous ai interviewé. J'ai l'impression que c'est il y a déjà 2 ans. Oui, le temps passe assez vite. Bon, bref, mais donc beaucoup de choses se sont déroulées depuis un an, beaucoup d'événements, vous avez été un précurseur, je dirais, vous avez averti les gens sur nombre de domaines. Pour vous, déjà présentez-vous un petit peu, petite présentation. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Je suis journaliste, j'anime une émission sur Radio Ici Maintenant, avec le contenu de mon blog qui s'appelle le blog de l'apocalypse financière, que vos auditeurs, enfin vos spectateurs, peuvent voir sur quotidien.com. Et voilà, donc j'ai commencé le blog en 2008, en février, je précise, en février 2008, où j'ai commencé à avertir l'ensemble des Français sur l'écroulement financier à venir. Et ça, c'était avant l'écroulement du 29 septembre de Wall Street, donc je précise. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en juin 2012, fin juin. Aujourd'hui, il y a une réunion en ce moment même pour sauver l'euro. Oui, à 15 h d'ailleurs. Voilà, là pour sauver l'euro. Voilà. L'année dernière, je me souviens, je vous ai dit que octobre 2011 était absolument sera le résultat de tous les dangers, et que les banques ne pourraient pas continuer. Ça, je m'en souviens très bien. Oui, tout à fait. Aussi bien à la radio. Je l'ai réécouté encore tout à l'heure. Et donc, vous avez vu que, a priori, il ne s'est rien passé, mais ce qui est complètement faux, puisqu'il y a une interview il y a un mois exactement dans le Guardian de Londres, avec le directeur général adjoint de la Banque Centrale Européenne, qui a déclaré très précisément qu'en octobre, qu'à l'automne 2011, toutes les banques européennes étaient insolvables. Clairement, et que pour la Banque Centrale Européenne, c'était quelque chose d'impensable. Et donc, ils ont injecté, au mois de décembre, ils ont injecté donc, dans le système, novembre, 1 milliard. La Fed, par des moyens détournés, a injecté 1 milliard. Et comme vous l'avez vu, donc je crois que c'est de mi-2012, la Banque Centrale Européenne a injecté 1 trilliard, qu'est-ce que je dis 1 milliard? Oui, enfin 1 trilliard. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, Jean-Luc Mélenchon en parlait avec Bourdin, disant que le plan de relance de François Hollande, enfin le plan de relance de la croissance avec juste 120 milliards, c'était n'importe quoi, c'était de la pantalonnade, je cite, mais il a entièrement raison. Mélenchon a raison, 100%. C'est se foutre de la gueule du monde, c'est se moquer ouvertement des Français. Quand on balance, c'est même pas moi qui le dis pour le coup, là c'est Mélenchon qui le dit. On balance 1 trilliard, c'est-à-dire 1000 milliards, correction donc. Donc ça fait 3000 milliards qui ont été balancés dans le système bancaire pour le sauver. Et là, François Hollande et ses économistes de la banque Rothschild nous expliquent qu'il faut juste 120 petits milliards pour obtenir une croissance. Mais de qui on se moque? C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment bisounours. C'est vraiment bisounours, saturnin, Castor et Pollux. Voilà, c'est les nouveaux économistes de gauche. Avec 120 milliards, ils vont relancer la croissance en Europe, alors que l'Espagne, tout le système bancaire espagnol est en faillite. Le système bancaire portugais est en faillite. Il y a exactement un mois, le gouvernement portugais a balancé 6 milliards pour le coup, là, on est bien d'accord, pour sauver 3 banques, donc, dont la banque du Saint-Esprit, c'est amusant. Les banques italiennes sont en train de s'écrouler. Il y a 2 jours, 3 jours,
la cotation d'une dizaine de banques italiennes a été stoppée à la bourse de Milan. Oui. Vous en avez d'ailleurs fait l'écho. J'en ai fait l'écho sur Facebook et surtout sur Twitter. Hier, c'est hier, la plus vieille banque du monde. Oui. C'est la banque Peschi de Siena. Siena, qui a été fondée au XVe siècle, 1470 et quelques. Donc vraiment, c'est symbolique. C'est la plus vieille banque du monde. Eh bien, elle a été sauvée in extremis. Et donc, elle a déclaré hier qu'elle virait, je ne sais plus, 4500 personnes et qu'elle fermait 400 agences. Oui. Voilà l'état de l'Europe. Et on nous dit, François Hollande et ses économistes, les Saturnins, Bisounours et Castor et Pollux, donc vont se contenter de 120 milliards, soi-disant, pour relancer l'économie dans la zone euro. Alors, pourquoi pas, on peut peut-être aussi prendre un hélicoptère et balancer des carambars, balancer des chewing-gums Hollywood, du pain et des jeux. Voilà. Là, on va avoir la Coupe d'Europe bientôt, donc ça va, comment on pourrait dire, amuser la foule le temps que tout se passe. Donc voilà, on en est là. D'ailleurs, justement, là, on est dans la réunion de la dernière chance, soi-disant, de l'Europe. Attendez, c'est la 50e réunion de la dernière chance. 12e, d'après ce qu'ils ont dit, 12e possibilité. Nicolas Dose en a parlé tout à l'heure, justement, avec, justement, il disait la même chose que vous, avec 100 milliards, on ne relance pas une croissance. On n'appelle pas une croissance en l'appelant comme ça. Non, mais ça ne vous montre qu'une seule chose, que les économistes menés par Eli Cohen, qui sont auprès de l'Élysée. Moi, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais ils doivent vivre dans le monde de Barbie. On avait l'avion de Barbie, maintenant on a les économistes de Barbie, on a la banque de Barbie, et on a la zone euro de Barbie. On en est là. Non, mais c'est grave. C'est grave d'avoir des gens aussi incompétents, et cette volonté de François Hollande de demander 120 milliards, j'ai du mal à comprendre. Alors qu'il y a 3 trilliards dans le système économique, et ce n'est pas fini. Quelle serait votre vision, si on peut dire ça, pour cet été? Pour vous, est-ce qu'il va se passer quelque chose cet été ou au mois de septembre? Attendez, ça a déjà commencé. La faillite, techniquement, la faillite de la banque de Sienne, de la plus ancienne banque, est quand même révélatrice de quelque chose de complètement énorme. Ça veut dire qu'en fait toutes les banques aujourd'hui sont en faillite. Et on a vu une banque italienne qui a déposé le bilan en toute discrétion en plantant 40 000 clients il y a à peu près 2 semaines. Je crains hélas qu'on ne puisse voir une série de défaillances bancaires Espagne, Portugal, Italie et même France. Et même France, parce que là on voit que le CIC a de plus en plus de soucis, la Caisse d'épargne, que la Banque Postale, la Société Générale, que toutes les banques, la BRED, sont en train d'empêcher les gens de retirer l'argent. J'en ai parlé souvent à la radio, j'en ai parlé souvent sur le blog. Il y a encore 1 an, 2 ans, vous voyez, il faut, pour retirer plus de 1 500 €, il faut avertir le directeur d'agence 48 heures à l'avance. Maintenant, il faut 7 jours. Bientôt, ça va être 3 mois, et puis peut-être en septembre, il faudra 2 ans. Donc, non, mais techniquement, c'est grave, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une banque n'a plus les liquidités pour répondre à la demande de retrait des clients, la banque est en faillite. Et il y a un autre élément qui vient corroborer ça, je pense que ça tout le monde l'a vu, tout le monde, vous l'avez testé. Si vous voulez faire un virement, maintenant vous ne pouvez même plus faire un virement, il vous faut un truc par SMS, recevoir un truc par la poste, enfin bon bref, je veux dire, tout est fait pour vous empêcher de faire vos virements. Jamais les entreprises n'ont eu autant de barrières pour les empêcher de faire leurs virements. C'est devenu, dans les entreprises, c'est quand même devenu
maintenant un casse-tête. Comment contourner les interdictions de la banque. Et nous-mêmes d'ailleurs, on l'a vu, moi je l'ai vu à titre personnel, la maison d'édition, le Jardin des Livres l'a vu parce que au cours des règlements des droits d'auteur, la banque tout d'un coup a interdit à mon éditrice, elle avait soi-disant dépassé son quota de virements journaliers, alors que jamais la banque n'avait averti. Jamais. Donc, vous voyez ce que je veux dire, tous les virements que vous aurez pu faire en une journée, eh bien là, vous devez les fractionner, c'est-à-dire que maintenant il vous faut 3 jours pour faire ce que auparavant vous faisiez en 3 heures. Ah oui, 2 heures. d'accord. Moi qui étais comptable, c'est quand même, il y a quand même quelque chose de... On n'a jamais été limité, jamais. Il y a quelque chose de grave. Il y a quelque chose de grave se passe en ce moment, et surtout avec la banque postale, dont le système informatique est systématiquement en panne. Oui, comme UBS d'ailleurs. Tous les clients, non c'est pas UBS, tous les clients de la banque postale le voient. Vous ne pouvez quasiment plus faire un jour sur 2, leur système est en panne. Je ne crois absolument pas à une panne, je crois simplement, c'est une évidence. Une manipulation. Non, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour empêcher les gens de retirer de l'argent, de faire leurs opérations. La banque postale est une banque virtuellement en faillite. C'est aussi simple que ça. Comme le disait Max Kaiser l'autre fois. Absolument, Max Kaiser a déclaré il y a 3 jours que la BNP, Société Générale, JP Morgan, etc. sont en faillite. Oui, d'ailleurs, justement, en parlant de la JP Morgan, vous avez lu peut-être la nouvelle édition. Tout à l'heure, j'ai vu l'information comme quoi ils sont à 9 milliards, soi-disant, de pertes. Ils sont même à plus, je crois, d'après les derniers chiffres que vous avez vus. En fait, on estime les pertes, je veux dire, c'est une estimation, mais les pertes, si vous voulez, de la baleine de la JP Morgan. Puisque Jamie Dimon a déclaré au début qu'ils avaient enregistré seulement 2 milliards, en fait techniquement ils seront à 30. Oui, voilà. Ce qui est quand même colossal. Ce qui est quand même colossal, et cette affaire a montré que Jamie Dimon est un menteur patenté, puisque lui qui réclamait l'absence justement de régulation, moins de régulation, etc., eh bien on voit que la JP Morgan, derrière les portes closes de ces bureaux de Londres, de Singapour et ailleurs, elle continue à faire du prop trading, c'est-à-dire utiliser ses fonds propres, sa trésorerie, pour continuer à essayer de gagner de l'argent. En fait, là, ils se sont vraiment ramassés. Le problème, si vous voulez, c'est qu'ils risquent d'emporter. Mais de toute façon, le marché va être emporté à un moment donné, mais bon, je pense que des actions comme celle de la JP Morgan, mais il y en a d'autres. La JP Morgan a été prise avec les mains dans la peau de confiture, mais il y en a plein d'autres qui font ça. Simplement, ils n'ont pas été pris. Ils n'ont pas été pris la main dans le sac. Voilà. Mais elle n'est pas trop grosse pour tomber, quoi. Too big to fail. Non, je pense que la JP Morgan aujourd'hui est assez grande pour tomber. Donc en clair, on est dans une situation qu'on n'a jamais vue, même en 1930, on n'a pas vu ça, quoi. Non, pour une raison très simple, c'est qu'en 1930, nos aïeux, mon aïeul que j'ai connu, lui n'avait pas de carte Visa. Il n'avait pas de crédit, il n'avait pas de crédit à la consommation, il ne s'est pas acheté de voiture avec un crédit bail, etc. Personne n'avait de crédit. Le crédit n'existait pas à l'époque. Enfin, je veux dire, ça existait, mais pas au niveau grand public. Oui, voilà. Aujourd'hui, toute la population européenne, nord-américaine, etc., toute la population, je veux dire, à l'exception de l'Afrique, tout le monde est endetté. Oui. Voilà, tout le monde a au moins 3-4 crédits sur le dos, y compris les étudiants. On a vu les étudiants sont endettés avant même de se lancer sur le marché du travail, ils sont déjà endettés à 40, 50, voire 70 000 €. C'est absolument scandaleux.
donc, pour revenir un petit peu sur Blackmasters, en ce moment, quelles sont ses prédilections, ses thèmes de prédilection en ce moment, ses positions? Bah, en ce moment, oui, en ce moment, enfin, je sais en partie, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que le livre lui a apporté beaucoup de clients. Ça, c'est l'effet absolument inattendu. Je veux dire, il y a un an, quand on en a parlé ensemble, j'aurais jamais imaginé que, parce que le livre a été lu, comme vous l'imaginez, partout dans le monde maintenant, parce que le monde francophone est quand même assez grand. Ah oui. Et donc, il y a énormément de gens extrêmement fortunés, n'est-ce pas, qui ont pris tous leurs centaines de millions et qui ont appelé la JP Morgan, et qui ont appelé Blackmasters en disant, écoutez, j'ai lu un livre sur vous, est-ce que vous voulez bien gérer ma fortune? C'est amusant. Ah oui. Oui, oui. Et alors, en ce moment, en fait, bon, Blackmasters, c'est un autre souci qui est quand même, très grave. Comme vous le savez, elle manipule pour le compte de la Fed, c'est pas elle le perso qui manipule, mais c'est une position historique dont elle a hérité lorsque la banque Bear Stearns a fait faillite en mars 2008, hein, je précise bien, et que Bear Stearns a toujours manipulé les cours de l'argent pour le compte de la Fed. D'accord. Lorsque la Fed a obligé la JP Morgan à racheter Bear Stearns, d'accord, parce que si la Bear Stearns avait fait faillite, okay, les cours de l'argent et de l'or auraient littéralement explosé, puisqu'ils n'étaient plus là pour balancer tous les matins, hein, je ne sais plus combien de centaines de millions d'onces, hein, donc à la baisse. Hein, ça, voilà. Donc la JP Morgan avec Blight a repris ses opérations, hein, comment dire, de maintien des cours, oui, voilà, et ce qui rend les Chinois complètement fous, parce que les Chinois, eux, achètent en ce moment, enfin depuis quand même plusieurs années. Je vous signale quand même que les Chinois ont pris des positions extrêmement, comment dire, stratégiquement vitales dans un pays que personne ne connaît, qui s'appelle la Nouvelle-Papouasie. Hein. Aujourd'hui, la Nouvelle-Papouasie est intégralement entre les mains des Chinois qui ont ouvert ou réouvert toutes les mines de Nouvelle-Papouasie. Il faut le savoir. Ah oui, quand même. Oui, oui, il faut... Ah. Non mais vous savez, je sais des choses. Hein. Oui, j'ai écrit un livre, hein, j'ai pas tout dit dedans. Alors, donc, il faut comprendre que, par ce biais-là, que la Blackmasters a un problème avec les Chinois, qui eux veulent impérativement voir les cours quand même remonter, parce que leur objectif à terme est de revenir au standard or, c'est-à-dire d'avoir leur monnaie, le yuan, hein, garantie par l'or, parce qu'ils savent, comme tout le monde d'ailleurs, que le dollar va s'écrouler. Voilà, le dollar est en fin de course, voilà, c'est fini. Donc aujourd'hui, Blackmasters, c'est leur dernière carte, celle qui permet justement au dollar de tenir encore, et surtout de supprimer, hein, les cours de l'or et de l'argent. D'accord. Donc ça c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois pour l'empêcher justement de contrôler les cours, hein, enfin, c'est joué vraiment à tour de cochon à la JP Morgan, enfin à Blackmasters. Ils ont carrément racheté le London Metal Exchange, le fameux LME de Londres, hein, qui est la place centrale européenne de cotation de l'or et de l'argent, et d'autres matières premières évidemment. Bon. Et donc, au sein du conseil d'administration, l'offre d'achat des Chinois qui est à plus d'1 milliard, enfin vous retrouverez ça sur mon blog, hein, donc vous y allez, donc ça a été accepté au plus grand scandale de la presse anglaise, hein, et maintenant, si vous voulez, il faut que si tous les actionnaires, hein, se mettent d'accord effectivement de vendre le LME aux Chinois, c'est la fin du contrôle, entre autres, hein. Il y a beaucoup d'autres choses, hein. Ça implique beaucoup d'autres soucis, hein, pour la City, notamment. Oui. Donc clairement, vous voyez, c'est une bataille qui est invisible, qui se passe en ce moment entre la Chine et les États-Unis, hein. Techniquement, et c'est Blackmasters donc, qui mène cette bataille pour le compte des Américains et des Anglais, et
comme je l'ai déjà dit à la radio il y a une semaine, je ne pense pas, si vous voulez, que les services secrets américains, que la CIA, enfin le Pentagone tout simplement, parce que là c'est au niveau de la décision, il va dans l'intérêt du pays, que les Américains laissent les Chinois racheter le LME de Londres, même si a priori ça se passe en Angleterre. C'est impossible. Donc je pense que sur ce coup, donc ça va être très très intéressant à observer, mais sachez simplement que pour l'instant, si les cours de l'argent ne bougent pas, eh bien, il faut remercier Black Masters, je l'ai déjà dit, mais j'en suis de plus en plus conscient aujourd'hui, et que si aujourd'hui les Français, enfin, il n'y a pas que les Français d'ailleurs, les Espagnols, les Italiens, les Américains, si dans le monde entier les gens peuvent encore acheter des pièces d'argent à des prix raisonnables, même s'il y a une surcote de 30% en France par exemple, parce que c'est introuvable physiquement, sauf à 30 ou voire 40% de plus, il faut les acheter, parce que le jour où Black Masters ne contrôlera plus, où elle va perdre le contrôle de la situation, je peux vous garantir que le prix de l'or et de l'argent, mais ça va être un décollage de fusée Ariane, quoi. Donc, non, parce que je reçois énormément de mails en me disant est-ce que l'or n'est pas trop cher? Alors je dis, mais est-ce que les patates ne sont pas trop chères? Mais c'est invraisemblable de bêtises quand je vois arriver des mails comme ça. Ils veulent acheter l'or comment? Ils veulent l'acheter au prix de la farine? Sûrement, oui. Enfin, je sais pas. Donc, voilà, en tout cas, je vous le dis, je vous le redis, l'or, ni l'argent ne sont chers pour le moment. Parce que quand vous allez voir le prix exploser, là vous allez pleurer, là vous allez regretter vraiment. Là vous pourrez me envoyer des mails en disant si c'est pas trop cher. Voilà, donc voilà où on est la situation avec Black Masters. D'accord. Et c'est quand même important. Donc oui, d'autres questions un petit peu sur la situation. Oui, on m'a beaucoup posé de questions sur la situation immobilière en France. On va commencer par ce qui est actuel là, enfin. Donc en ce moment, les prix, comment on pourrait dire, varient grandement. On a eu des baisses assez importantes sur... Écoutez, tout ce qui concerne l'immobilier, je veux dire, il y a deux choses avec l'immobilier. Les Français, je parle des Français, mais c'est également le cas des Allemands, etc. Les Français ont beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent dans des livrets A, etc., dans des assurances vie, ils n'ont pas osé les casser, etc. Mais quand ils vont voir que la situation économique, et notamment la position de l'euro, vont dégénérer, grave, là ils vont se précipiter et acheter en masse des studios, des 2 pièces, etc. Parce qu'il faut bien que leur argent aille quelque part. Donc et c'est pour ça qu'on a vu par exemple récemment une remontée des prix de l'ancien à Paris. Bon, de toute manière, on s'en fout des prix de l'immobilier. Le prix de l'immobilier ne baissera jamais. On est bien d'accord. C'est comme l'or. C'est vraiment la même chose. C'est exactement la même chose. Donc si vous pouvez acheter un appartement et le mettre en location, etc., mais faites-le. N'attendez pas. De toute façon, avec l'effondrement de l'euro, vous pouvez être certain que Paris deviendra inabordable. Ça sera peut-être moins le cas en province, mais Paris en tout cas deviendra inabordable. Ça a toujours été le cas d'ailleurs. Ce qui serait le plus intelligent, comme vous disiez l'autre fois, c'est d'acheter la maison et le jardin. La maison et le jardin, mais ça je l'ai toujours dit. La maison et le jardin, donc avec le puits, le potager, voilà, ça c'est le bon plan par définition. Non mais c'est important, il faut vraiment le savoir. Parce qu'on nous a promis, il y a 10 ans, on nous a promis que l'euro apporterait la richesse dans toute l'Europe, que ça sera la fin de l'inflation, que ça serait vraiment, qu'on allait même guérir les cancéreux, etc. Et qu'est-ce qu'on voit 10 ans plus tard? Que l'euro est en train d'exploser. On voit bien que les politiques, les banquiers, les financiers, et surtout ces connards d'économistes, nous ont tous pris pour des crétins. Ils nous ont vendu un truc qui ne tenait même pas la route. Voilà. Et qui a gagné dans tout ça? Où est passé notre argent? Il est passé à Wall Street. Pendant 10 ans, la France a été pillée. L'Allemagne a été pillée, l'Espagne a été pillée, le Portugal, toute la zone euro a été pillée, exactement comme on voit en ce moment même la Grèce être pillée, in extenso. Voilà ce que c'est que l'euro. C'est une invention
américaine destinée à enrichir uniquement les Américains et les Anglais, au passage, parce qu'ils n'ont pas été assez bêtes, ils ne sont pas dans la zone euro. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'ils n'ont pas, ils ont volontairement pris le choix ils ont décidé de ne pas être dans la zone euro. Ouais, non, mais il faut quand même qu'on s'en rende compte de ça. Je veux dire, je sais pas, tout le monde le voit maintenant. Ah oui. En 2008, on prenait pour un dingue. Maintenant, je veux dire, c'est bon. Quoique, il y a toujours des gens qui me disent ah oui, monsieur Jovanovic, vous avez. J'ai vu un mec l'autre jour, un mec qui s'appelle Franck Abed, qui disait que j'avais annoncé en 2006. J'ai jamais rien dit en 2006. Non mais c'est vrai, j'ai jamais rien dit en 2006. J'ai commencé le 20 février 2008. Oui. C'est marqué, tout le monde peut le voir. Oui. Je veux dire, ça fait quand même depuis 5 ans, il y a quand même des millions de Français qui l'ont vu ça. Mais on a une lumière qui s'appelle Monsieur Abed, qui est un royaliste, pour qui la démocratie, notre assemblée, etc. doivent être jetées à la poubelle, et qui explique que je suis un mauvais prophète. Cassandre, voilà. Donc je précise, Monsieur Ahmed, vous mentez, vous êtes un menteur, je vous le dis en face, parce que vous n'avez pas eu le courage de me le dire en face quand vous êtes venu m'interviewer. Donc je n'ai jamais annoncé la crise en 2006. Voilà. Et vous avez tous les Français qui sont là pour témoigner. Bien. Donc on va finir cette première partie, oui. On fait une petite pause et on se revient juste après pour la deuxième partie. A tout de suite, chers co-créateurs.